Merci beaucoup de votre accueil. Et puis, alors je ne sais pas comment agencer tout ce que j'ai envie de vous dire. Il y a un petit côté, toujours quand on prend la parole, quand on est enseignant, voilà, j'ai des choses de près qui sont prêtes. Et en même temps, j'ai envie de réagir à tout ce que j'ai entendu parce que c'est typiquement, quand j'ai entendu la présentation de l'association, je suis toujours renvoyé, moi, professeur de littérature, j'enseigne la littérature. Voilà. J'ai toujours enseigné la littérature et je ne me suis jamais considéré comme un professeur de français. Je me suis toujours dit professeur de lettres, c'est la littérature qui est au cœur de mon enseignement. J'ai enseigné 10 ans en lycée technique dans un bassin minier bien connu du nord de la France. Et puis maintenant, j'enseigne en classe préparatoire au lycée Henri IV. Donc j'ai des expériences professionnelles très variées. Et au cœur de mon enseignement, c'est toujours la littérature. Quand j'avais des élèves qui sortaient de bac pro et qui venaient faire ce qu'on appelait à l'époque, je pense que ça ne s'appelle plus comme ça, une première F1 ou F4 adaptation, je leur faisais de la littérature. Et j'avais des bonnes âmes à l'époque, puisque c'était le début, j'ai commencé ma carrière en 1987, j'ai fait ma 30e rentrée cette année, et j'ai toujours entendu des bonnes âmes me dire « c'est trop difficile ». La littérature, c'est trop difficile. Enfin, Molière a des jeunes qui vont devenir ouvriers, qui, dans le meilleur des cas, vont faire un BTS, vont devenir techniciens supérieurs. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et ce discours consistant à dire il faut du pragmatique, il faut apprends-leur le français plutôt. Mais oui, je leur apprends le français, bien évidemment, puisque pour comprendre Molière, ou pour comprendre Montaigne, ou pour comprendre Chateaubriand, ou je ne sais qui, évidemment que le français est au cœur de mon enseignement. Et je n'ai jamais dissocié l'exigence de forme, apprendre la grammaire, être capable de s'exprimer à l'écrit, à l'oral. Et j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter sur justement l'appétit que ça peut représenter, l'envie. Et la présentation de l'association me renvoie toujours, et ce n'est pas une posture rhétorique, où je me dis mais comment je me situe moi là-dedans ? Je peux dire, là j'enseigne maintenant au lycée Henri IV, donc là j'y suis pas a priori, hein, sauf qu'on a des cordées de la réussite, sauf que, etc. Il y a des partenariats, etc. Mais au fond, la littérature, parce que je parle bien de la littérature et je ne suis pas très politiquement correct en la matière, c'est-à-dire j'estime qu'il existe une grande littérature. Cette grande littérature, c'est des grands noms. J'en ai déjà cité quelques-uns, on a chacun notre liste, hein, on peut ajouter Balzac, Racine, etc. Je parle bien de ces grands textes-là quand je parle de littérature. On peut enseigner la littérature contemporaine, il n'y a aucun problème là-dessus, à condition que ce soit arrimé à cette littérature qui va nous parler d'autre chose. Et je pense fondamentalement dans mon enseignement, ce qui est capital, et ce qui a toujours fait que mes élèves, même s'ils n'étaient pas très forts, se sentaient à l'aise, malgré les efforts à fournir, c'était que finalement, cet objet, la littérature, devenait accessible et n'était pas environné d'une sorte d'aura culturelle où on disait, où le professeur disait « c'est trop difficile pour vous, mes pauvres petits, vous n'allez jamais y arriver, c'est trop compliqué, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ?» La réponse a toujours été, quand on travaillait ces auteurs-là, même avec des élèves en difficulté, et ça reste la base de mon enseignement, y compris en classe préparatoire, c'est de dire, c'est pas à quoi ça sert, parce que de toute façon, dans ces textes-là, dans ces grands textes-là, on parle de l'homme. Et on parle de l'homme grandement. La grande littérature, c'est pas de savoir si elle est, comment dirais-je, il y a un podium, une hiérarchie ou je ne sais quoi. C'est que les grands écrivains, qu'on les appelle comme ça ou autrement, je m'en fiche, hein, les classiques, ce sont des voix
qui nous viennent du passé et qui nous disent « la vie humaine, c'est quelque chose d'important ». D'où que tu viennes, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es confronté, quelles que soient les tragédies personnelles que tu traverses, c'est grand, c'est beau, c'est violent, c'est une matière qui est magnifique, qui exige que l'on puisse avoir des mots à la hauteur de l'enjeu. Et j'ai placé toujours cette idée-là au cœur de mon enseignement. Non pas par décret, je ne sais pas, personne dans les UFM, les écoles où on apprend à devenir enseignant, vous dit ça. C'est simplement, pourquoi est-ce que moi je suis venu à la littérature? Pourquoi vous aimez la littérature? Pourquoi est-ce que vous avez l'un ou l'autre ici telle passion pour un auteur qui vous accompagne depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans? C'est parce que vous y trouvez les mots de votre vie. Et ces mots sont inépuisables. Notre société nous fournit un langage. On a des éléments de langage dans nos médias pour nous parler de ce que nous sommes. Moi, je ne les aime pas. Voilà. Je me sens intempestif. Je ne suis pas... Je suis bien de mon temps. Je sais où sont les problèmes de mon époque, bien évidemment. Mais je trouve que le langage que nous utilisons n'est pas bon. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. On va nommer, on va identifier un certain nombre de choses, mais pour nous dire que la vie est une formidable aventure, quand on a 15 ans, quand on a 18, quand on a 25 ans, qu'on a traversé des grandes difficultés, on a besoin d'un autre langage, et qui soit justement quelque peu dépaysé par rapport à la pression du présent. Je trouve que nous vivons dans une époque, et souvent dans mes cours, ça revient. Alors je finis par dire à mes élèves, ben voilà, j'assume le côté, je deviens un vieux scrognonieux, j'ai 53 ans, voilà, j'assume, c'est une sorte, il paraît que c'est une tendance de fond, sauf chez certains auteurs, évidemment. Victor Hugo devient de plus en plus, lui, il devient de plus en plus de son temps au fur et à mesure. Bon, mais donc cette idée d'être intempestif et de recevoir le présent et les discours du présent comme quelque chose de finalement assez réducteur, et d'aller chercher dans ces textes-là, dans ces textes de la littérature, justement de quoi, pas simplement respirer, et pas dans un sens bovarien de donnez-moi du rêve, donnez-moi du dépaysement, de l'évasion. C'est pas ça, je suis dans une prison, donnez-moi de l'évasion. C'est pas du tout ça. C'est donnez-moi la langue qui me permette de me confronter à mon existence. Et je prends souvent cette image, vous parliez, Olivier, d'un texte que j'ai écrit sur la tristesse l'année dernière, parce que j'écris, voilà, j'écris aussi, je suis professeur et écrivain. Et professeur et écrivain, je peux vous dire exactement d'ailleurs pourquoi j'ai commencé à écrire. Ça a rapport à l'enseignement. Je me suis toujours dit, à la fin d'un cours, quand il s'est passé 1 heure, 2 heures, d'abord, la plus belle récompense, c'est lorsque vous avez des élèves qui disent « Ah, déjà !» Ça sonne et vous voyez le « Ah, déjà !» C'est déjà passé 2 heures, ah, incroyable. Ça, c'est les plus belles récompenses. Hein. Mais qu'est-ce qui reste? De la magie. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans un cours. C'est fascinant. Vous voyez des visages qui s'ouvrent, vous voyez des élèves... J'ai déjà vu des élèves pleurer en cours. Parce que vous faites Proust, parce que vous êtes en train de travailler la mort de la grand-mère chez Proust, parce que vous voyez cette tête d'une grand-mère avec ses beaux cheveux. Et pour commenter un texte comme ça, il faut trouver aussi les mots adéquats. Parce que si j'arrive là-dedans, dans un texte comme ça, avec mes sabots linguistiques, stylistiques, je vais voir de la métaphore, de la catachrèse, de la... je ne sais pas quoi, je vais casser les choses. Peut-être qu'à un moment donné, je parlerai de métaphores parce que je les prépare au bac, je les prépare à Normal Sup, je les prépare, etc. Donc évidemment, on va avoir ce vocabulaire d'analyse. Je dois le transmettre, bien sûr. Mais fondamentalement, c'est la résonance. C'est-à-dire, est-ce que ça vous a touché ou pas? Vous avez compris d'où ça venait? Une grand-mère, vous avez déjà vu une grand-mère sur son lit de mort? Peut-être pas encore, vous êtes jeune. Pardon, je ne m'adresse pas à vous, hein, je me place. Est-ce que vous avez déjà vu ça, le regard, le dernier regard d'une grand-mère? Le dernier regard, la grand-mère qui vous dit au revoir. Moi, je l'ai vécu, ça. Probablement dans l'assistance, vous l'avez vécu aussi. Ces moments-là, ils sont inoubliables. Ils sont somptueux. Il faut des mots. Proust, il les a trouvés. Et c'est ça que je dois transmettre. Et une fois que j'ai trouvé cet élément-là,
je peux emmener les élèves à peu près où je veux. Où je veux. Non pas par rhétorique ou démagogie, c'est pas ça, c'est pas de la rhétorique ça. C'est simplement, est-ce que vous êtes capable d'être nu devant les autres? Nu, on s'entend. Est-ce que là, on parlait de sensibilité tout à l'heure, est-ce que cette sensibilité-là, vous êtes capable à un moment donné de la mettre sans vous dévoiler? Il ne s'agit pas d'être impudique évidemment et de parler de soi, c'est pas du tout dans ce registre-là, mais est-ce que pour parler de ça, de la solitude de Rousseau, du panache de Chateaubriand ou de je ne sais quoi, est-ce que dans votre vie vous avez trouvé l'équivalent de ça? Et moi je me suis toujours préoccupé de savoir si les textes dont je parle avec mes élèves peuvent avoir une résonance ou pas dans leur existence. Et je fais le pari que oui. Et d'aller chercher dans leur propre existence, mais ça c'est leur histoire personnelle, mais comment est-ce qu'un texte, à un moment donné, peut les toucher, et à partir de là, on fait tout le parcours possible, et tous les efforts sont possibles. Et voilà le goût du travail, voilà le premier élément. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit? C'est justement parce qu'en sortant d'un cours, je me suis toujours dit, mais finalement, il ne reste pas grand-chose, parce que c'est un art éphémère, l'art du cours. Bon, évidemment, il y a une prise de notes, les élèves ont pris en note, ils vont apprendre, on les prépare. Et je pense qu'il faut, un enseignant doit toujours être sur ce double registre-là. Ça ne s'apprend pas par capillarité, par imprégnation. Il y a évidemment une discipline après. Trouver le mot juste, ça implique une discipline. Si tu arrives, toi élève, avec ton vocabulaire approximatif, là, je suis en train de faire passer l'agrégation en ce moment. C'est exactement la même chose. On voit tout à fait un candidat qui trouve le vocabulaire juste, adéquat, pour commenter un texte d'Henri Michaud, un texte de Madame de Sévigné ou de je ne sais qui, et celui qui ne le trouve pas. Et c'est là que ça se joue, en fait, la compétence de l'enseignant de littérature. Et je reviens au point de départ tout à l'heure, c'est-à-dire je peux vous dire que longtemps dans ma carrière, et encore aujourd'hui, je me pose la question de l'utilité. À quoi est-ce que ça sert, en effet? Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés. Donnez-moi du concret, vos grands mots, là, qu'est-ce que j'en fais exactement? Et donc il y a des moments où je doute, bien entendu. Dans ce goût du travail, il y a le doute aussi. Je me dis peut-être que, évidemment, je regarde ma classe d'Henri IV, de Chartres ou de Lyon, je les prépare à l'École normale supérieure de Lyon. Où sont les fils ouvriers là-dedans? J'en ai quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux. Je peux dire qu'il y en a. Bon. La proportion est évidemment pas extraordinaire, mais elle existe. Et en même temps, je peux me dire, oui, mon utilité est ailleurs. J'étais peut-être beaucoup plus utile au lycée Pasteur d'Hénin-Beaumont, pour ne pas le nommer, où j'ai passé 10 ans de mon existence. Et fort heureuse d'ailleurs, fort heureuse, avec des élèves vraiment qui étaient demandeurs. Et quand on se pose ces questions-là, un jour, tout à coup, on reçoit un mail, c'est moi, pardon, je ne sais pas ce que ça révèle de dire on, un effacement peut-être, j'espère. Ce n'est pas un on de majesté, ça n'existe pas le on de majesté. Donc, on est dans un dimanche matin. Je suis en train vraiment d'être au fond de la tristesse. Je ne vais pas vous parler de ma vie, ça n'a aucun intérêt, mais enfin bon voilà, un divorce très très pénible et douloureux. Voilà, pour mettre des mots précis sur cette tristesse. Et un dimanche matin, donc toujours, et rassocié à ces questions dont je parle de l'utilité, à quoi je sers? Est-ce que je sers à la reproduction sociale, comme on dit, comme nous dit Bourdieu? Je sers des privilégiés, peut-être, dans mon enseignement à Henri IV, etc. Bon, toujours cette question-là. Et puis, un mail qui arrive, mais vraiment miraculeusement, par le biais de ce site internet dont on parlait tout à l'heure. Un de mes anciens élèves, de ce fameux lycée d'Hénin-Beaumont, fameux, Pasteur, donc un élève que j'avais eu en 1994, qui prend de nouveau contact avec moi en 2000, donc on était en 2017, pour me dire merci. Monsieur, voilà, je voulais vous dire merci. Bon,
Ça fait toujours plaisir, c'est rare. Hein. Enfin, on a des petits échos, mais on ne sait pas. Hein. C'est là, Enfin, vous connaissez ça, quoi. À un moment, on se dit, on a une institution, une structure qui vous remercie d'une certaine manière. Enfin, remercier peut avoir un double sens, vous me direz. Qui vous gratifie, qui vous reconnaît, je vais dire ça comme ça. Et puis tout à coup, vous avez un élève qui, 23 ans plus tard, qui vous dit comme ça, je voulais vous dire merci parce que j'ai longtemps cherché à vous retrouver. Et puis j'orthographiais mal votre nom. Je m'appelle Godot, G-O-D-O, et évidemment les gens rajoutent toujours un T, comme le personnage de Beckett. Voilà. Ce qui, petite parenthèse, explique pourquoi je suis passionné par la littérature. C'est-à-dire que quand, en CM2, quand vous êtes un gamin hyper timide, comme j'étais, mais hyper timide, hein, c'est-à-dire c'était l'horreur absolue, de parler en public, ça aurait été inimaginable à 10-11 ans, et vous avez tout à coup un exemple de grammaire qui est pris dans « En attendant Godot » de Beckett. Et là, vous avez toute la classe qui rigole, et tout à coup, vous vous dites ben, on m'attend quelque part. On m'attend quelque part. Alors ça doit être la littérature, parce que c'est Beckett, il paraît que c'est très... Bon, à 9 ans, 10 ans, on ne sait pas ce que c'est Beckett, hein, mais voilà. Un jour, un élève a fait ce lapsus extraordinaire dans une dissertation en me disant oui, je crois que c'est dans ce texte, comment ça s'appelle déjà, en attendant Beckett de Samuel Godot. Voilà, donc, petit signaux comme ça. Et ce garçon me dit, dans son mail, donc cet homme, il était devenu évidemment un adulte, père de famille en l'occurrence, il me dit voilà, je voulais vous dire merci parce que à la suite de mes études, en fait, il me rappelle un peu, voilà, vous avez été mon professeur en première, et puis un jour, dans une sortie scolaire, vous avez vu, j'étais pas bon en début d'année, voilà, a priori, vous m'aviez catalogué parmi les mauvais élèves. Bon, j'essaie de ne pas discriminer comme ça, mais enfin bon. Et il me dit, voilà, puis un jour, il m'a rappelé les circonstances que j'avoue, j'avais complètement oublié. Il me dit, voilà, dans un voyage scolaire, vous m'avez vu lire Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Vous avez été étonné. Vous êtes venu me voir en me disant « c'est fou, tu lis, je tutoie mes élèves ». Je le signale en passant. Donc je fais partie de ces professeurs très démagogues qui depuis 30 ans tutoient leurs élèves. Et je lui dis « voilà, c'est incroyable, tu lis Nietzsche en première, c'est fou ». Et depuis ce temps-là, vous vous êtes intéressé à moi. C'est-à-dire qu'en cours, vous m'avez cité plusieurs fois en disant ben, « Cédric lit Nietzsche, il a des lectures vraiment assez audacieuses ». Et puis, j'ai commencé à me prendre au jeu. En fait, je peux vous le dire maintenant, me dit-il, je ne comprenais rien à ce que je lisais. C'était un peu pour impressionner la galerie, mais comme ça vous a impressionné, je me suis dit, tiens, alors j'ai commencé à citer Nietzsche dans les copies. Puis une fois, vous avez lu mon introduction où je citais Nietzsche, et visiblement, ça vous avait plu, donc... Et depuis ce temps-là, je suis devenu un centre d'intérêt de la classe et donc j'ai travaillé et je suis devenu meilleur. Et donc j'ai passé mon bac et vous m'avez valorisé, etc. Bon, très bien. Et puis juste après le bac, j'ai commencé mes études universitaires, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, je n'ai plus en tête. Et puis il me dit, voilà, j'ai eu un déboire sentimental affreux et puis j'ai chuté et je me suis retrouvé dans la rue. J'étais SDF pendant 2 ans, alcoolisme, violence, j'étais devenu hyper brutal, etc. Et il y a une chose qui m'a sauvé, c'est que vous m'aviez donné le goût de la poésie. Et donc pendant que j'étais dans la rue, j'ai écrit des poèmes. Et ces poèmes, ils m'ont permis de tenir. Donc je voulais vous dire merci. Alors, je n'ai pas les palmes académiques. Ce n'est pas un appel, hein, si jamais quelqu'un, je ne le dis pas sur le ton de l'aigreur, hein, ce n'est pas un appel. Je n'ai pas les palmes académiques, mais j'ai ma lettre, j'ai mon mail, et ça vaut toutes les palmes académiques. Parce que là, tout à coup, vous vous dites, tout ce sur quoi vous avez misé, c'est-à-dire de dire, la littérature, ce n'est pas un truc qu'on prépare au bac, ce n'est pas une matière, ce n'est pas un truc pour spécialistes. On s'intéresse à Molière, etc., parce qu'on va devenir professeur de lettres, etc. Mais ça rentre dans votre vie. Et ça vous donne à un moment donné un horizon qui fait que,
Quand vous vous retrouvez dans une situation que je n'ai pas connue, dont je ne peux pas parler, je serais évidemment mal placé pour dire je sais ce que c'est que la rue. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que ce garçon m'a dit que mon enseignement avait eu un rapport direct et lui avait, je mets des guillemets, c'est lui qui a employé ces termes-là, sauvé la vie. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui est gagné, là. Il y a quelque chose qui est gagné. Et ça me conforte dans l'idée qu'on a besoin, et particulièrement dans notre société, parce qu'on dit nos jeunes, ils sont ceci, ils n'ont plus le goût, ils perdent le goût, ils sont avec leur langage appauvri, etc. Donnez-leur, à un moment donné, des enseignants qui y croient. Alors il faut des enseignants qui y croient, évidemment. Un enseignant qui n'y croit pas, et il y en a beaucoup qui y croient encore, Dieu merci. Il y en a beaucoup qui ont baissé les bras, ça c'est vrai, on est d'accord. Je ne suis pas le représentant de l'éducation nationale et dire que tout va bien, Madame la Marquise, ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Mais je me dis, voilà, le goût. Alors qu'est-ce que c'est que ce goût? Parce que je suis habilité à parler du goût du travail, pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi? Alors évidemment, je fais beaucoup travailler mes élèves. En prépa, ils travaillent. Bon, ils ont toujours travaillé d'ailleurs, je me suis toujours dit qu'un élève, de toute façon, à l'issue, on parle 5 minutes et après tu prends en note, attention, on n'est pas en train d'écouter comme ça le nez en l'air, tu prends en note, il y a des choses à noter, il y a un vocabulaire très précis dans ce qui a été dit, donc tu prends des notes, systématiquement. Et puis, à un moment donné, l'élève peut croire qu'il comprend. Et si vous lui présentez Chateaubriand, si vous présentez Chateaubriand comme une sorte de grand seigneur qui regarde le monde d'un peu haut, évidemment, avec une vanité et une suffisance inouïe, ça ne donne pas envie d'avoir un compagnonnage avec lui. Mais si on le voit comme quelqu'un qui a traversé les périodes les plus sombres de l'histoire, qui a gardé une forme d'espérance, qui a donné à ses contemporains en écrivant Génie du christianisme en 1802, en disant à un moment donné, il y a quelque chose d'exceptionnel que le XVIIIe siècle a saccagé, qui s'appelle le christianisme, et regardez d'un petit peu plus près ce qu'il y a dedans, regardez comme c'est beau. Alors il le fait d'ailleurs Chateaubriand d'une façon complètement à la Chateaubriand, c'est-à-dire que il va, c'est une sorte de comment dirais-je, d'opération de force, je cherche mon terme, c'est un peu un fric-frac, enfin, c'est un... Bon, je ne trouve pas mon terme, décidément, excusez-moi, mais c'est un vol, il capte quelque chose, là. En se disant, tout simplement, mes contemporains, si je leur parle du christianisme, à la manière de Bossuet, ils ne vont pas m'écouter. Puisque mes contemporains ont été élevés, ils ont sucé le lait de Voltaire, ils ont sucé le lait de Rousseau. Alors il faut que je leur parle la langue de Rousseau, il faut que je leur parle la langue de Voltaire. Et je vais utiliser la langue de Voltaire au service du christianisme. Et c'est le coup de génie du christianisme. Et il donne le là pour les 30 premières années du XIXe siècle. C'est lui qui redonne le goût à ses contemporains. On s'arrache, toute la belle société parisienne de 1802 s'arrache Génie du christianisme parce qu'on y trouve une langue sensible et qui donne envie de retourner dans les églises. Voilà ce genre de choses. Il faut que j'arrive à le faire comprendre à des élèves. Alors, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. À partir du moment où ils comprennent ça. Après, comment est-ce que je fais pour leur faire comprendre que ça les concerne et que ce n'est pas muséographique? Parce qu'on pourrait dire, vous êtes bien gentil, mais Montaigne ne m'intéresse plus. Ou bien moi, qu'est-ce que la langue de Racine, vous vibrez à la langue de Racine, mais qu'est-ce que ça fait pour moi, cette langue-là? Cette langue-là, si on regarde Bérénice, je prends l'exemple de Bérénice, si vous l'avez en tête, Racine nous parle dans la préface tout simplement de la tristesse majestueuse. Voilà. J'ai voulu dans cette pièce transmettre la tristesse majestueuse, sous-entendu de la vie. La reine de Palestine
prête à épouser l'empereur Titus, et puis, ah oui mais, un empereur romain ne peut pas épouser une reine étrangère. C'est contraire à la loi romaine. Alors là aussi, je peux caricaturer les choses. Titus, une sorte, il ne l'aime pas. Il y a une romancière qui a écrit « Titus n'aimait pas Bérénice ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce titre est une... Enfin, je n'ai pas lu le livre, donc je ne juge pas la romancière, Azoulay, je ne juge pas la romancière. Mais ce titre est absurde. Parce que sinon, il n'y a plus de tragédie. Si Titus n'aime pas Bérénice, ou l'aime vaguement, préfère le pouvoir, alors c'est l'histoire du type qui qui préfère son avancement dans la boîte et qui est prêt à sacrifier la femme qu'il aime. C'est ça l'histoire. C'est pas une tragédie, ça. Ça c'est une comédie. Désolé, c'est la comédie, ça. La tragédie, ça veut dire il l'aime. Au point d'ailleurs, Racine nous dit très bien dans la pièce, il nous dit, il fait dire à son personnage de Titus, quand il était jeune, Titus, il était complètement écervelé, c'était le petit blanc-bec de la cour qui ne pensait qu'à s'enivrer, qu'à s'amuser, et puis tout à coup il a vu cette reine, Bérénice, il est devenu fou amoureux de cette femme, au point justement de quitter sa première vie, de devenir un héros. Il est devenu un héros grâce à elle. Elle est non seulement la femme de sa vie, mais en plus, elle est celle qui lui a montré la voie de la dignité. Et c'est elle à laquelle il doit renoncer pour devenir empereur. Parce que quand on doit être empereur, on prend sa responsabilité, puisqu'il a la vertu, c'est le héros, il doit prendre sa responsabilité. Il y a un moment dans l'existence, on prend sa responsabilité, il la prend. La conséquence est terrifiante, ça s'appelle une tragédie, il doit quitter Bérénice. Titus aimait Bérénice, bien sûr. Si j'arrive à faire comprendre ça, non seulement je permets de comprendre Racine, je permets d'expliquer ce qu'est une tragédie, et je permets de mettre de vrais mots sur les choses. Non, ce n'est pas une tragédie d'avoir perdu son portable et non, ce n'est pas une tragédie, c'est un problème, ce n'est pas une tragédie. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais dans les médias, c'est la même chose. Voilà. Donc mettre des mots sur ce que nous sommes, pour moi, c'est fondamental. Et leur dire à un moment donné, alors, pas forcément sur le mode, si vous voulez, de l'injonction, c'est pas ça. Parce que les mots, c'est une chose, mais il faut incarner les choses, évidemment. Il faut incarner cela. La littérature, à un moment donné, effectivement, il faut l'incarner. Alors, je ne sais pas si en écrivant, je l'incarne, ça je n'en sais rien. Je ne dis jamais à mes élèves que je suis écrivain. Ils peuvent le découvrir éventuellement s'ils s'intéressent un petit peu à ce que je fais. Jamais je vais dire « Ah, regardez, etc. » Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Ça n'aurait évidemment pas de sens. Et je ne me compare pas à Racine tout à fait. J'ai encore un petit peu de travail. Et pour rester sur cette idée-là, si vous voulez, parce que de l'intempestif, de l'anachronique, de la beauté des choses inutiles, de la nécessité, que dis-je, des choses inutiles. Oui, c'est vrai que la littérature, ça ne sert à rien. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça ne sert à rien au sens coutumier du verbe servir. Ça ne sert pas. Si c'est là dans un CV pour dire j'ai le vernis culturel, etc., on parle d'autre chose dans ce cas-là, on parle d'autre chose. Mais si la littérature, c'est d'un moment donné avoir envie de prendre un livre, de faire silence et d'aller dans un paysage, dans une chambre, reconstruire des possibilités de silence, alors là, je parle de la littérature. Je parle de quelque chose qui est devenu une expérience. Et pour moi, la littérature, elle est fondamentalement, c'est le sous-titre de mon blog, une expérience intérieure. C'est une formule que j'emprunte à Georges Bataille, le philosophe, l'écrivain Georges Bataille, qui définit l'expérience intérieure, si vous voulez, comme
la capacité que l'homme a d'interroger tout. Il doit tout interroger. Rien ne nous est tabou, rien ne nous est interdit. Nous devons, par la pensée, tout penser. Et ça, c'est une formidable aventure. Par rapport aux frilosités contemporaines, de dire « oh, il y a des choses que je ne veux pas regarder, je ne veux pas regarder de trop près », surtout parce que ça se passe là. Ça se passe là. C'est là que ça se passe. Ou là, là on localise, vous localisez où vous voulez. En tout cas, c'est à l'intérieur de soi. Et l'aventure humaine, elle passe à l'intérieur de vous. Vous êtes important. Et je n'ai pas besoin de dire « vous êtes important », si vous voulez. Là, j'extrapole puisque je suis obligé dans ma communication d'expliciter des choses qui ne sont jamais dites. Je ne dis pas à mes élèves cela comme ça. Parce que là, je retomberais dans le discours qui m'horripile personnellement, d'une certaine forme d'accompagnement. Je ne sais pas s'il faut dire psy, j'en sais rien. Je n'ai rien contre la psychologie, mais un accompagnement comme ça, avec des mots qui finissent par être démonétisés. Moi, ce que je sais simplement, c'est que dans ma pratique de la littérature, elle n'est pas éloignée de vous. Ne pensez pas, parce que vous avez 15 ans, parce que vous avez des difficultés, parce que vous êtes dans un environnement social qui fait qu'apparemment vous êtes éloigné de tout ça, ça vous concerne. Ça passe en vous. La vie grand V passe à l'intérieur de vous. Donc la question du sens passe à l'intérieur de vous. Et une fois qu'on découvre ça, il me semble que on découvre en soi des ressources extraordinaires. Des ressources extraordinaires. Je ne suis pas non plus naïf. Je sais que c'est compliqué. Le regard sur soi, je sais très très bien que c'est une chose difficile qui s'apprend, qui est très longue, mais je sais d'expérience par la littérature qu'on a besoin d'un langage, et d'un vrai langage. Riche, nuancé, pas de slogan. Pas de slogan, ce n'est pas une formule comme ça qui va délivrer votre vie, non. C'est un compagnonnage avec des textes qu'on va polir, qui vont vous renvoyer en permanence à vous-même. Peut-être qu'au début, on ne verra pas grand-chose dans un texte. Et Olivier parlait tout à l'heure de Léon Bloy. Donc ça me permet d'intégrer un tout petit peu dans la communication la réflexion sur les essais. Moi, j'ai écrit des essais sur... j'ai commencé, allez, je ne les donne pas dans l'ordre, hein, Victor Hugo, Nerval, Sartre, Claudel. Sartre et Claudel la même année. Antinomie absolue, hein, Sartre-Claudel la même année. Huysmans, Blois, Musset, etc. Des auteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les écrivains de la Grande Guerre, la guerre de 14-18. Et en fait, ce que je trouve absolument passionnant dans la littérature, et ça aussi j'essaie de l'enseigner à mes élèves, mais par l'expérience, par la pratique des textes, c'est que vous, en un certain sens, il y a forcément un texte qui vous attend quelque part. Il y a forcément un auteur quelque part, la littérature est tellement vaste, c'est l'antithèse du dogmatisme. C'est l'antithèse du dogmatisme. Parce que vous pouvez considérer que le beau, vous allez pouvoir le trouver chez Rimbaud, dans la liberté extraordinaire de Rimbaud, dans le dérèglement de tous les sens de Rimbaud, et vous allez la retrouver aussi chez Racine, chez Corneille. On ne nous demande pas de choisir entre Racine et Corneille, c'est fini ça. Rousseau et Voltaire, oui, peut-être que philosophiquement, ils sont antinomiques, mais quel délice de lire Voltaire et quelle passion de lire tout à coup les rêveries du promeneur solitaire. Vous avez un type à la fin de sa vie, en 1778, en 1776-1778, qui pendant 2 ans, à un moment donné, regarde ce qui se passe à l'intérieur d'un cœur. En se disant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour démontrer que, comme Montaigne faisait, que c'est bien d'avoir une sagesse, etc. Non, je veux juste dire, voilà, regardez ce qu'il y a à l'intérieur d'un cœur humain. Juste le sentiment de l'existence, être sur une barque et puis laisser couler les choses. Ça s'appelle le far niente. Vous avez le terme hein, chez Rousseau, en 2 mots d'ailleurs, le far niente, pardonnez-moi voilà, le far niente, et quelqu'un qui nous dit « j'ai de compte à rendre à personne,
La société peut considérer que ce que je fais est absolument inutile, improductif, qu'en plus écrire là-dessus est doublement scandaleux puisque c'est improductif et je parle de quelque chose d'improductif. Et pourtant Rousseau ouvre la voie à tout le XIXe siècle, tout le romantisme, tous les auteurs absolument magnifiques qui à un moment donné ont regardé à l'intérieur comment battait un cœur humain. Et là il se passe quelque chose de fondamental dans les rêveries du promeneur solitaire. Et donc, je reviens à l'idée de cette littérature, si vous voulez, c'est l'antithèse du dogmatisme. Parce qu'à un moment donné, vous êtes face à certains auteurs, vous êtes débordé par cet auteur. Et ce qui est intéressant, je trouve, et très formateur, par ailleurs, tout ce que je répète, que je vais enseigner à mes élèves les catégories littéraires, les mouvements littéraires, l'histoire littéraire, etc., etc. Je faisais des dictées quand j'avais des élèves voilà, etc. Tout ça, c'est fait. Mais, fondamentalement, c'est de dire, avant de parler, regarde, il y a peut-être un tout petit peu plus large. Avant d'émettre un jugement définitif, regarde ton jugement définitif, regarde juste à côté ce qu'il y a. On peut penser autrement. On peut penser, on se déplace. Et la littérature, c'est cet art du déplacement. Et je peux effectivement travailler sur des gens comme Claudel ou Blois. Je peux vous faire une petite confidence sur Léon Blois, dont parlait Olivier. Auteur magnifique, extraordinaire. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Fin de la femme pauvre, de Blois. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire dans l'existence, tout ce que nous pouvons faire dans l'existence, on n'est jamais à la hauteur. On n'est jamais. Donc, avant de faire entendre ton orgueil, avant de faire entendre ta vanité humaine, parce que tu es le plus fort, parce que tu es au service des autres, parce que etc. Attends, il n'y a qu'une vraie tristesse, c'est de ne pas être des saints. Tu as encore de la marge. Regarde ce que c'est que la véritable sainteté. Je vais te le montrer. C'est ce que fait Blois dans ses textes. Je suis protestant. Blois déteste les protestants. Il écrit, comme Claudel, des pages absolument anti-protestantes. Le malheur de la France est venu des protestants. Des juifs, des francs-maçons, etc. On n'est pas les seuls. Il y a, en général, ça s'accompagne d'un bel ensemble. C'est pour ça que je ne vais pas aimer Blois. C'est pour ça que je ne vais pas lire Léon Blois, parce qu'il est anti-protestant. Mais ça n'a aucun sens. C'est un immense écrivain. C'est un immense écrivain. On ne me demande pas, évidemment, de travailler sur Léon Blois, mettre en valeur son œuvre, ce n'est pas, comment dirais-je, corroborer sa manière de penser. Je sais que vu d'où il est, d'où il écrit, d'où il voit le monde, il ne peut être qu'anti-protestant. C'est logique. Et Sartre disait, et je pense que c'est une des grandes morales de la littérature, à un moment donné, il faut apprendre à penser contre soi-même. Apprendre à penser contre soi-même. Il me semble que notre société a besoin parfois de ça. Les gens d'aujourd'hui sont très souvent les porte-paroles d'une communauté, porte-parole d'une vérité. Du côté de la littérature, on peut se dire, non, il y a toujours quelque chose d'autre, il y a toujours une autre manière de penser. Et peut-être, je ne sais pas, j'ai perdu complètement, je n'ai même pas regardé le début. Il doit me rester que 5 minutes peut-être, je ne sais pas, même pas. Non, c'est déjà dépassé. Ça va. Merci Olivier, vous me ferez des gros yeux. Si... Et il y a quelque chose, alors qui va vous paraître peut-être complètement farfelu, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. J'assume. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. C'est que la plupart des auteurs dont je parle avec mes étudiants, sauf quelques cas exceptionnels, des Pascal Quignard, des Annie Ernaux, des Pierre Michon, etc. Je parle pour l'essentiel d'écrivains morts à mes étudiants. Ça ne veut pas dire que un bon écrivain est un écrivain mort, comme dirait l'autre. C'est pas ça. Mais c'est que les vivants, globalement, mes élèves n'ont pas tellement besoin de moi pour aller les lire. Où je me dis que
Là, les médias jouent leur rôle, il y a même si on peut discuter, évidemment, on peut discuter là-dessus. Hein. Mais moi, je suis assez traditionnaliste sur la chose, c'est-à-dire que, d'abord, il faut laisser la décantation. Qui peut dire quel est le grand écrivain d'aujourd'hui? Qui pourrait le dire? Est-ce qu'on considérait que Madame Bovary était le grand roman de 1857? Non, c'était Fanny, un sombre roman qui a été grand succès de librairie en 1857. Bon. Donc, je rappelle toujours qu'une saison en enfer de Rimbaud, Rimbaud avait édité une saison en enfer à 500 exemplaires et que on estime qu'il en a écoulé, pas vendu, mais probablement donné 5 ou 6. 5 ou 6. Une saison en enfer. 5 ou 6. Donc là, dans nos classements des best-sellers, etc., Rimbaud ne peut pas apparaître. C'est impossible. Impossible. Et donc, effectivement, je parle souvent des écrivains morts à mes élèves. Et pour moi, ce n'est pas une donnée secondaire. Et on rejoint peut-être le caractère intempestif, anachronique de tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, ça peut être intéressant d'écouter ce que les morts ont à nous dire. À un moment donné, ça peut être intéressant de ne pas considérer qu'on est les seuls, on est vivant, on est dans le présent. Et moi, alors vous allez trouver peut-être que j'exagère, mais j'assume aussi ce côté-là, que je trouve notre société assez imbue, notre temps présent est assez imbu de lui-même. Il va régler beaucoup de questions, on a des formidables révolutions technologiques devant nous, ce qui est vrai, je ne les conteste pas, et donc on va vous changer tout ça d'un coup, vous allez voir, tous les problèmes du passé n'existeront plus. Non mais attendez, le travail de deuil quand vous serez devant votre mère qui est morte ou devant l'enfant qui est malade, ce n'est pas la technologie qui va vous sauver de ça, qui va nous sauver de ça, nous autres hommes du présent. Et puis moi, je suis désolé, mais quand je lis, je ne sais pas, quand je lis Socrate, quand je lis, voilà, vous me direz, je suis plus dans la littérature, tout à fait, je vais dire Montaigne, quand je lis ces magnifiques auteurs, j'ai l'impression qu'ils me parlent d'une humanité pleine, qui se pose des problèmes graves, qui n'est pas dans je ne sais pas, cette vision un petit peu étriquée de l'humain, de la complexité, de nos ténèbres intérieures. C'est vaste ce qu'on a en nous, c'est énorme, c'est un continent intérieur qui est fabuleux. Et je me dis que ces morts-là, alors c'est là peut-être que je rejoins Blois d'ailleurs en un certain sens, parce que Blois disait à ses contemporains, il disait « vous êtes des dormants ». Vous pensez que vous êtes éveillés, que vous vivez, en réalité vous dormez, vous ne le savez pas. Et Blois va concevoir ces livres comme étant justement tellement violents, tellement, on dirait décapants, je ne sais pas comment il faudrait dire comme cela rapidement, qu'ils sont véritablement faits pour ouvrir les yeux, réveillez-vous en un certain sens. C'est ce que nous disent les livres de Léon Blois. Et pour moi, c'est fondamentalement ce que nous disent les auteurs. Pour moi, un grand auteur, c'est ça. C'est quelqu'un qui nous fait prendre conscience, non seulement de l'unicité de notre existence, donc on a peut-être intérêt à lui donner un lustre un petit peu éclatant, sans être des héros, mais en tout cas voir ce qui dans nos vies est absolument essentiel, quelle que soit notre croyance, quel que soit notre horizon idéologique, notre horizon politique, mais il y a une dignité intrinsèque à la vie humaine. Et pour moi, la littérature m'a toujours parlé de ça, que ce soit Dostoïevski, que ce soit Kafka disant il faut lire des livres qui brisent la mer gelée en nous. Le livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. On n'a pas dit mieux. On n'a pas dit mieux. Et donc, j'en reviens à mes élèves ou à ce goût du travail, si vous voulez, qui consiste pour moi essentiellement à ce qu'il soit attentif. C'est un beau mot, l'attention. Claudel disait de Mallarmé qu'il avait été son professeur d'attention. Je trouve cette formule magnifique, un professeur d'attention. C'est-à-dire,
Non, non, on ne peut pas passer à côté de... Il y a certains mots devant lesquels on peut... MOTS et MAUX, bien sûr, devant lesquels on ne peut pas passer. Il y a... tu as à apprendre les mots avec lesquels... t'approprier les mots avec lesquels tu vas être un humain digne. Tu en feras ce que tu veux. Moi, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas là pour dire, tu vas... Voilà, la piste, elle passe par ici, on fait ceci de sa vie, etc. Mais... je sais que les grands rendez-vous, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle la mort, ça s'appelle la solitude, ça s'appelle l'absence. Voilà les mots de notre vie. Ils sont là. Et la littérature ne nous parle que de ça. Mallarmé. Mallarmé. Pardon, hein, je pourrais... Mais juste un mot sur Mallarmé. Les élèves, oh, qu'est-ce que c'est dur, le sonnet en X de Mallarmé. Oh là 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 là, le sonnet en X de Mallarmé, abolie, bibelot, d'inanité sonore. Oh là là, c'est compliqué. Alors, quand on regarde les manuels de littérature, on vous dit que Mallarmé a voulu la disparition élocutoire du poète. La disparition élocutoire du poète. Allez apprendre ça à des gamins de 15 ans. La disparition élocutoire du poète. Si j'arrive comme ça, je les ai perdus tout de suite. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire dans ce poème, je dis, regardez bien, ce poème, si vous voulez, le sonnet en X, si vous voulez, Mallarmé décrit un appartement vide dans lequel il y a un jeu de reflets. Je résume, hein, pardonnez-moi, mais un peu rapidement, mais c'est ça, il n'y a rien, il n'y a personne. Et sur la cheminée, il y a un coquillage marin, un ptyx, P-T-Y-X. Mallarmé a trouvé ce mot hyper savant. D'ailleurs, l'ami qui lui a dit que le mot ptyx existait, lui dit « je ne suis pas très sûr du sens ». Et Mallarmé lui répond « mais s'il n'avait aucun sens, je crois que ça m'irait très bien. Je crois que ça m'irait très bien ». Et puis juste après, il met une parenthèse, car le maître s'en est allé puiser des pleurs au Styx. Le maître, M majuscule, s'en est allé puiser des pleurs au Styx. En parenthèse. Alors, si je parle de disparition élocutoire du poète, il n'y a plus personne. Mais si je dis ce sonnet, c'est le tombeau d'Anatole. Mallarmé a perdu un fils. Très jeune. Ce fils, non seulement c'était la fierté de sa vie, mais en plus il espérait, dans une sorte de représentation comme il n'y a que des pères pour avoir cette idée-là, évidemment, qu'il prendrait sa succession. Il serait peut-être le très grand poète. Cet enfant est mort. Il n'y a plus personne. Il y a juste un coquillage. C'est pour ça que le mot pourrait ne pas avoir de référent. Ptyx. Qu'est-ce que vous faites quand vous... Je dis toujours à mes élèves, mais alors un coquillage, pourquoi il est là ce coquillage ? Ben vous mettez juste à l'oreille, vous entendez quoi ? Vous entendez la mer. Donc il est là et il y a de l'absence. Il est là et quelque chose... il vient témoigner de quelque chose qui n'est plus là. Et juste après, vous avez cette parenthèse. Le maître s'en est allé. C'est la pudeur absolue de Mallarmé. Il ne va pas dire... Ah, ciel, ingrat, c'est terrible de perdre un enfant, etc. Non, le maître s'en est allé. Il n'y a pas à clamer sa douleur. La douleur d'un père, c'est là, à l'intérieur, dans une parenthèse. Effet de sourdine. Si je veux lire ce vers, je suis obligé de faire un effet de sourdine. Comme quand on confie à quelqu'un, voilà, il m'est arrivé un grand malheur. Et en général, les grands malheurs sont muets, effectivement. On ne s'étale pas. On ne s'étale pas. Quand on commence à dire, c'est qu'on est dans autre chose. Voilà Mallarmé. Après, je peux dire ça, vous voyez, ça s'appelle la disparition élocutoire du poète. Mais vous pouvez traduire, c'est de la pudeur. C'est la pudeur absolue d'un homme. Et si à partir de là, vous n'aimez pas Mallarmé, c'est que vous n'avez pas compris, parce qu'il nous parle de ça, Mallarmé, en permanence. Comment dans nos vies, nous sommes travaillés par de l'absence. Nous sommes travaillés par de l'absence. Ça sera l'absence d'un père parce que vous l'avez perdu jeune, ça sera l'absence d'un pays natal, d'une maison que vous avez fermée, etc., etc. Nous sommes des coquillages, c'est nous les ptyx. C'est nous les ptyx.
Si vous comprenez ça, si je fais comprendre ça, à partir de là, vous avez compris Mallarmé. Vous avez compris Mallarmé. Le reste, oui, c'est un poète symboliste. Voilà, ça s'appelle un poète symboliste. Alors si je dis symboliste, mais on n'en a rien à faire du mot symboliste. Je peux l'utiliser parce que c'est la formule usuelle, c'est l'histoire littéraire. Mais si on ne comprend pas ce que veut dire le symbole, le symbolein, un symbole, ça vous propulse. Le symbole, c'est ce qui vous relie entre l'ici et l'ailleurs, ce qui est présent, ce qui est absent. Et nous sommes ces ponts-là. Et les symbolistes, ils nous parlent de ça. Ils nous parlent de ça. Vous êtes habités toute la journée, nous sommes habités par ce qui n'est pas là. Toute la journée, ça nous travaille en creux. Nous sommes travaillés en creux en permanence. Comment je rends compte, moi poète, je m'appelle Mallarmé, poète de la fin du XIXe siècle, comment j'arrive à dire le creux, à dire, voilà, c'est ça l'écriture. J'arrive à faire passer ça ou je n'y arrive pas. Si j'ai réussi à faire passer ça, mon cours est réussi. Si je n'ai pas réussi parce que je ne suis pas en forme, parce que y a pas ça ne prend pas, ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et je vais peut-être terminer là-dessus, je voulais faire un rapprochement parce que ça me permet de citer, ça peut vous étonner, mais pour moi, le génie absolu en matière d'enseignement, Louis Jouvet. Les cours de Louis Jouvet au conservatoire. Vous avez à un moment donné un de ses élèves, donc vous me comprenez, quand on dit élève au conservatoire, on parle bien d'un jeune homme de 25, peut-être 30 ans, qui doit jouer devant le maître une scène du Misanthrope de Molière. Il doit jouer le rôle d'Alceste, le Misanthrope. Probablement la scène 1 de l'acte 1, mais bon, ça j'ai plus en tête la scène en elle-même. Discussion avec Philinte, Philinte, homme du monde, et puis Alceste, qui est justement intransigeant, il n'aime pas son temps, voilà, son époque et la manière d'être de son temps, bref. Et puis vous avez ce jeune comédien qui est déjà visiblement aguerri, il est au conservatoire, ce n'est pas un débutant, il est au conservatoire, et il se met tout de suite dans le rôle, dans le personnage. Jouvet l'interrompt et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu essayes d'être le personnage. Tu essayes d'être Alceste. » Alors si on dit ça comme ça, on dit oui, c'est assez évident, puisqu'on est au théâtre, on a un comédien qui doit représenter Alceste, donc il essaye d'être Alceste. A priori, tout va bien. Non, dit Jouvet, parce qu'Alceste est beaucoup plus grand que toi. Alceste, c'est un héros de Molière. Il parle en vers, Alceste. Ce sont des alexandrins. Et Molière est un des plus grands poètes de la littérature française. Ce sont des alexandrins. C'est pas la conversation en prose d'un type un peu scrogneux qui n'aime pas son époque et toi tu arrives là-dedans avec ta psychologie parce que tu t'es représenté qui était Alceste, un misanthrope, c'est un type qui n'aime pas les autres, quoi, qui est un peu comme ça, ronchon, et tu veux représenter ça. Mais tu n'arriveras jamais à la cheville d'Alceste. Le jour où tu comprends que tu n'arriveras jamais à la cheville d'Alceste et que ce que tu dois faire sur scène, c'est l'appeler. C'est l'appeler. Tu dois l'invoquer. Si tu veux le devenir, tu vas quoi faire ? Tu vas le réduire. Tu vas le ramener à toi, jeune homme des années, ça se passe dans les années 40, voilà, tu as ton horizon, ta manière de voir le monde, et tu veux ramener ça à toi, à ce que tu es. Non! Tu dois l'appeler. Parce que, dit Jouvet, l'art du comédien, c'est une forme de nécromancie. Jouer, c'est prier. Tu appelles, et peut-être que le Dieu viendra. Le Dieu, c'est le personnage de Molière. Et si tu es dans cette disposition d'esprit, alors peut-être qu'un soir, lorsque tu seras particulièrement inspiré, il viendra. Et quand vous savez que Jouvet lui-même
à jouer Tartuffe, à jouer Arnolphe dans l'école des femmes. Vous vous dites, voilà, toute sa vie, Jouvet a eu cette éthique. Et donc, je finis juste là-dessus, c'est promis. Jamais ne croire qu'on est dépositaire d'un savoir. La littérature m'apprend au moins cela, j'espère. Non pas dire « je sais », mais dire « j'aimerais bien que Mallarmé vienne faire un petit tour dans mon cours, j'aimerais bien que de temps à autre, il y ait un petit écho du génie de Molière, de Racine, etc., qui viennent parce qu'on aura suffisamment fait silence, suffisamment été patient pour qu'ils viennent nous rendre visite. » Et c'est vraiment la conclusion, c'est promis, parce que là, Olivier, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est l'élément que j'essaye de transmettre à mes élèves, vous l'avez compris, mais je n'y réinsiste pas, et à un moment donné, donc je suis poète, et j'ai écrit pour mes filles, j'ai 3 filles, 16 ans, 20 ans, 25 ans, et donc je leur ai écrit un texte, un poème, dans lequel je pense j'ai essayé de mettre ce qui est l'esprit de ce que j'ai essayé de leur transmettre. Je ne sais pas si j'ai réussi, hein. Modeste dans les choses, on ne sait jamais ce qu'on a transmis. Mais voilà, je me permets de vous lire juste ceci. Ça s'appelle « À mes filles ». Vous me lirez lorsque je serai mort, et ça sera bien ainsi. Car tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit dans cette ombre paisible, juste à côté de vous, dans le silence heureux, où les mots se laissent entendre dans une clarté qui n'existe que là. Et lorsque vous me lirez, ce sera comme si une voix glissait de l'autre côté des futaies et venait vous rappeler qu'il existe une autre manière de parler, donc de vivre, et que le monde n'est pas cette fête triste qu'on en fait pour vous empêcher de vivre toute la vie qui vous appelle. Ne laissez jamais la poésie n'être qu'une image ou un mot. Regardez-la toujours se dessiner à l'horizon comme une aurore sur le désert qu'elle va fertiliser. Ne lui donnez pas la forme d'un visage venu du passé, mais d'une musique sur laquelle vous danserez votre vie, en ne laissant rien retomber de ce qui, en vous, demande à vivre. Lorsque vous l'entendrez et que cette voix vous paraîtra la vôtre, qu'elle vous ramène à ce qui, en vous, souffre de sommeiller, le plus beau. Qu'elle vous donne le désir de l'embraser, puis qu'elle se perde dans le silence d'où elle est venue. Car c'est à vous qu'appartient le royaume. Ne laissez jamais personne écrire à votre place le poème de votre vie. Je vous remercie.